très vite. Et même nous, parfois, au niveau du pôle, il y a des innovations qu'on n'anticipe pas complètement, alors qu'on est, on est vraiment très en pointe. Donc je rejoins totalement Gérard. Je pense que pour un acheteur public, quelqu'un qui exprime un besoin, et ça a été mentionné aussi tout à l'heure, c'est difficile d'exprimer le besoin a priori, et c'est difficile de juger de la pertinence d'une solution. Donc là, et c'est une réflexion totalement en live, que je n'avais pas préidentifiée, mais peut-être que justement les pôles de compétitivité dans le domaine du numérique, parce qu'ils sont le rassemblement, la fédération de compétences aussi bien de grands groupes d'académiques que de PME, sont un acteur un peu neutre qui pourrait aider en tant qu'association les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, à bien formuler à la fois leurs besoins et également les aider à trouver, à juger de la pertinence de la solution, donc à la fois d'être là en amont et d'être là aussi en aval. Donc bien évidemment, c'est un avis, c'est consultatif, mais je pense que ça peut être source d'enrichissement pour tout le monde. Voilà, et on a effectivement au niveau du pôle image et réseau, mais c'est le même cas de figure pour l'ensemble des pôles, des comités d'experts qui sont là, comités de sélection et de validation notamment pour le pôle image et réseau, qui sont là pour juger de la pertinence technique, de la pertinence marché. Voilà, donc idée peut-être à creuser. Est-ce que compte tenu parce qu'on est là pour parler du numérique, hein, comme vous l'avez bien dit, monsieur le médiateur, hein, et qui a des spécificités, donc compte tenu de l'accélération fantastique de ces secteurs, des temps de cycle qui sont très courts, de la difficulté à identifier au préalable le coût prévisionnel d'une solution, pour pas qu'on ait comme le mentionnait Jean-Jacques tout à l'heure, voilà, il répond et puis finalement il est totalement à côté de la plaque par rapport à ce qui était anticipé, parce que justement il n'y avait pas eu d'anticipation suffisante, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc voilà, donc nous, pôle du numérique, et je pense qu'au sein de l'Association française des pôles de compétitivité qui vient de se créer, nous pourrions aussi vous aider avec justement des pôles qui sont sur le numérique. Il y a sans doute quelque chose à faire. Et puis, si vous me permettez, pour revenir sur au-delà de cette suggestion, hein, qui peut être, je pense, assez intéressante, pour revenir sur ce qui a été évoqué, tout à l'heure, monsieur le médiateur, vous disiez que nos amis allemands étaient sans doute un peu plus habiles que nous sur les déclinaisons nationales de leur code des marchés publics avec une certaine préférence nationale. Donc, de toute évidence, je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. De toute évidence aussi, l'aspect mieux-disant doit être pris en compte au-delà de l'aspect moins-disant. De toute évidence aussi, on rejoint un peu ce que le pôle peut apporter à un acheteur. C'est sûr que quand un acheteur, d'un côté, il a une solution qui vient d'un grand acteur américain avec une première lettre qui est M, une dernière lettre qui est T et qui se trouve du côté de Seattle, alors qu'en face, il va y avoir une solution venant d'une PME française qui lui propose de l'open source, qu'il ne connaît pas et tout, il se dit, si je prends Microsoft, pour ne pas le nommer, si ça ne marche pas, on ne pourra pas me le reprocher, parce que voilà, j'ai pris Microsoft. Alors que si je prends une PME innovante française, et que ça ne marche pas, on va me dire, tu vois, c'est bien fait pour toi. Je veux dire, voilà, tu as pris trop de risques. Donc ce faisant, aussi, et là je vais peut-être... Et j'ai peut-être une suggestion un peu naïve, mais de la même manière que Pacte PME, qu'il y a un certain nombre de grands groupes qui ont signé la charte des PME innovantes pour mettre en avant une discrimination positive vis-à-vis des PME innovantes. Est-ce que l'État français aussi, dans son ensemble, si ce n'est pas déjà le cas, et là j'arrive peut-être à une limite de mes connaissances actuelles, si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que l'État français ne pourrait pas lui-même s'appliquer ce qu'il demande, c'est-à-dire prendre des engagements de discrimination positive vis-à-vis des PME innovantes, vis-à-vis de ces jeunes entreprises, pour que justement les acheteurs puissent prendre des risques en ayant aussi un encadrement qui leur permette de prendre ces risques. Voilà. Alors, moi je propose à Bertrand Rosier, qui est à mon cabinet en charge du juridique, de vous répondre. Là, le travail est mâché, hein, parce que formidable tout ce que vous avez évoqué, puisque c'est vraiment la direction qu'a décidé de suivre aujourd'hui le médiateur des marchés publics. Il y a plusieurs sujets, mais j'ai bien vu qu'à travers certaines interventions,
on a évoqué le risque juridique, le risque pénal, mais aujourd'hui, effectivement, pour les acheteurs, peut-être le risque qui les freine le plus, c'est le risque, alors on appellerait ça le risque industriel. Et c'est vrai que le ministère de la Défense, tout à l'heure, il y a eu un marché qui a été cité. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui sur un gros marché où on voit bien qu'on a en face un gros acteur américain, MT, comme vous dites, et en face une très belle entreprise française de 150 personnes qui, visiblement, est beaucoup moins chère. Il y a quand même, sur le montant de marché, il y a plus de 800 000 € d'écart entre les deux offres. Techniquement est très éprouvée puisqu'elle a déjà eu l'occasion, elle a déjà été retenue et de mettre en avant ses compétences. Donc il n'y a pas de problème technique, donc elle est plutôt meilleure sur tous les points de vue. Et malheureusement, elle n'est pas retenue parce que effectivement, c'est quand même plus facile pour un acheteur de se diriger vers un acteur connu, à la notoriété reconnue, et se dit je ne vais pas prendre de risques. Et ça, on l'a retrouvé dans un autre groupe de travail. Alors c'est pour ça que toutes les propositions, toutes les pistes qui sont abordées me semblent intéressantes. On l'a retrouvé et dans le domaine de la santé, parce que dans le domaine de la santé, c'est exactement la même chose. On a en France énormément d'entreprises de PME de santé innovantes, très compétitives, qui vendent à 80, 85%, 90% à l'étranger, et qui n'arrivent pas ou ont du mal à pénétrer la commande publique en France. Pourquoi? Parce qu'elles sont petites, pas très connues, et que les acheteurs publics dans le domaine de la santé se disent moi, depuis 20 ans, je travaille avec telle entreprise, une belle ETI en Allemagne ou aux États-Unis ou en Israël, parce que c'est un peu les secteurs, les pays qui sont, ou au Japon, qui sont dominants dans ce secteur-là. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter à prendre un risque avec cette entreprise? Donc il y a une première piste qui avait été évoquée, qui était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas créer un fonds de garantie pour le cas où ça ne fonctionnerait pas. C'est en réflexion. Moi, il me semble que la piste que vous évoquez aujourd'hui, et je crois que si le médiateur a souhaité aujourd'hui venir dans un pôle, c'est pas neutre, c'est de se dire sur quel acteur, sur quelle structure experte on pourrait s'appuyer, les acheteurs pourraient s'appuyer justement en amont, en aval, parce que la vie d'une manière générale est de plus en plus complexe et certains domaines, en particulier dans le numérique, ça va tellement vite que l'acheteur ne peut pas non plus tout suivre, et même les spécialistes, les techniciens au sein des administrations ne peuvent pas tout suivre. Donc effectivement, cette vraie volonté aujourd'hui, et alors on débute, on réfléchit à cette solution, mais encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment, via les pôles, parce qu'il nous semble que ce sont des structures assez adéquats, qui couvrent au-delà du numérique aujourd'hui, mais qui couvrent quand même un grand nombre de domaines, de secteurs d'activité, comment via ces pôles, ça pourrait être un relais pour les acheteurs publics. Sur le deuxième point, là aussi, j'allais dire complètement en phase, puisque il y a alors... Nous allons travailler avec l'APE, l'Agence des participations de l'État, pour j'allais dire, dynamiser cette charte des PME innovantes. Et puis nous réfléchissons également, puisque l'État se doit d'être non seulement exemplaire, mais en plus moteur. Et c'est vrai que dans le pacte de compétitivité pour l'emploi et la croissance, il y avait cet objectif de 2% d'achats innovants de la part de l'État. Mais il ne faut pas que ça reste un simple objectif. Il faut, j'allais dire, transformer l'essai. Et donc, le médiateur des marchés publics a aussi émis cette proposition de conventionnaliser avec les ministères, les plus gros ministères pourvoyeurs de la commande publique, la défense, l'éducation nationale. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai observé, ils ont commencé à bâtir des feuilles de route. Et je crois que dans les feuilles de route qu'ont bâti ces ministères pour j'allais dire, aller vers les achats innovants, il y a une part, et je ne dis pas ça parce que je suis dans un pôle image et réseau avec le secteur du numérique, mais il y a un besoin. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de la rencontre de l'offre et de la demande. On voit bien que dans cette feuille de route, il semblerait quand même qu'il y a un besoin très fort de numérique
que ce soit dans l'éducation nationale, dans la défense. Il y a un nombre de ministères aujourd'hui qui souhaiteraient aller vers cette direction-là, et le médiateur va effectivement essayer de bâtir son action pour faire le lien entre... le médiateur, il est avant tout aussi là pour ça, hein, faire ce lien entre les acteurs publics, la sphère publique et les entreprises. Voilà, donc c'est vraiment on est sur cette direction-là, ce qui ne nous empêche pas effectivement de réfléchir, mais j'ai vu que là déjà on a... j'ai à peu près essayé de tout noter, mais il y a beaucoup de choses, hein, qui ont été dites, hein. J'ai bien noté, je ne l'avais peut-être pas évoqué en introduction, mais cette question du regroupement des entreprises. Alors on travaille dans les deux sens. Il y a la volonté d'inciter, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne le fait pas encore assez, d'inciter les acteurs publics à allotir de manière suffisamment fine, un allotissement, j'allais dire, sectoriel ou un allotissement géographique, ça peut se pratiquer. Et puis cette volonté de voir comment les entreprises pourraient, en se regroupant, mieux aller vers de la commande publique, puisqu'il y a une tendance très forte aujourd'hui, quand même, il faut bien se le dire, à la massification des achats. Et donc en face, il faut mettre une réponse adaptée. Cette réponse adaptée, soit on est un gros acteur, et dans ce cas-là, on peut répondre comme il se doit, soit on ne l'est pas. Et en France, si vous regardez bien, la structuration des entreprises françaises, c'est quand même à plus de 98% des TPE-PME. Hein, donc, et quand en face de ça, vous mettez cette massification des achats de l'État, il faut trouver une solution. Alors en Allemagne, c'est vrai que si on regarde l'Allemagne, c'est plutôt des ETI, il y a plutôt beaucoup d'ETI. En Italie, si on veut se référer à un autre pays, il y a une solidarité assez naturelle de regroupement. Et tout à l'heure, je ne sais plus si c'est monsieur d'Exa... Je ne sais pas qui a cité cet exemple, Exatrust, hein, c'est vous qui avez cité cet exemple de Exatrust. Évidemment qu'il ne faut pas attendre le lancement de l'appel d'offres pour se mettre en ordre de bataille, puisqu'on sait bien, et j'ai fait moi-même l'essai au mois de décembre de regarder, peut-être qu'il faut aussi inciter les structures publiques à lancer leur appel d'offres en allongeant les délais. Mais moi-même, je suis allé sur un certain nombre de plateformes de profils d'acheteurs au mois de décembre. J'ai bien vu que généralement, on est sur des délais minimaux, légaux. Et donc, on n'a pas... Les entreprises, dans ce laps de temps, n'ont évidemment pas le temps de se préparer et de s'organiser pour pouvoir répondre. Et le marché que vous citez tout à l'heure, Jean-Loup Blachier, c'était un gros marché, hein, plus de 800 millions d'euros. Il y avait en face un GIE avec 40 entreprises. Mais le reproche qu'on peut comprendre, le principal reproche qui était formulé à l'encontre de ce GIE, c'était vous arrivez très bien, on voit bien que vous avez toutes les briques pour répondre à notre marché, mais d'organisation, de pilote, de coordinateur, vous êtes... Voilà, et nous, on n'ira pas vers vous parce qu'on prendrait un trop grand risque. Donc c'est vraiment aussi un sujet, évidemment, à évoquer. Voilà. Merci. Je vous propose de refaire un tour de visioconférence en commençant par Laval. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou des points que vous voudriez voir abordés? Oui, moi je veux bien aborder une question qui m'impacte. Je ne sais pas si c'est courant, mais aujourd'hui, moi, le fait de travailler avec le marché public, c'est un levier négatif à cause des élections. Parce qu'effectivement, surtout dans les nouvelles technologies, hein, oui. Surtout moi qui travaille donc avec principalement les villes, donc là cette année c'est vraiment le summum. J'ai un interlocuteur sur 3 qui va attendre de savoir quelles sont les équipes en place pour prendre des décisions. C'est vraiment très très impactant. En ce qui me concerne, je ne sais pas au niveau de l'économie si ça l'est de façon importante. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est du long terme certainement, mais pour les élections municipales au moins, partager la France en 5, qu'on puisse travailler ailleurs, parce que là, c'est vraiment, en plus, c'est perdu, c'est pas du rattrapage. Moi qui suis dans le tourisme, une fois que les équipes seront en place en avril, au mieux mai, on va pouvoir en reparler, c'est fini, la saison du tourisme est finie.
Voilà, donc peut-être qu'il y a des réflexions long terme. Une proposition que vous pourrez faire à Manuel Valls pour changer les timings des élections? Ouais, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. C'est tous les 6 ans. Tous les 6 ans. C'est un vrai problème. Oui, non, c'est un souci. Autre commentaire sur Laval avant de passer à Nantes? Non, pas d'autres commentaires, merci. Merci. On va passer à la capitale, à Nantes. C'est aussi la capitale ducale de Bretagne. Donc, à Nantes, des commentaires? Merci. Oui. S'il vous plaît. Juste un petit commentaire. Vous avez évoqué effectivement les spécificités qui sont les vôtres dans votre secteur, les réseaux et la communication, l'image des réseaux. Il y a un point aussi que vous avez peu abordé, qui à mes yeux est important dans la réponse de vos appels d'offres, c'est l'attention qui pourrait être portée sur ce qui n'est pas technique. Il y a un monsieur tout à l'heure qui a parlé un petit peu, je considère ça comme un petit peu la réflexion de maintien à crise, la recherche, entre guillemets, qui est difficilement aussi quantifiable au moment de la réponse à un appel d'offres et qui engendre par la suite souvent des conflits et des différends avec les entreprises. C'est par exemple des travaux supplémentaires qui sont demandés de réflexion sur des sujets bien déterminés et qui n'ont pas été a priori, et même ça s'avère exact, qui n'ont pas été identifiés lors de la réponse à l'appel d'offres et qui peut parfois engendrer des surcoûts relativement importants et qui engendrent par là même les différends. Et donc je pense qu'il y a une attention qui doit être portée de façon très, très forte sur ces éventualités, et notamment l'attention doit être portée au moment de la réponse de l'appel d'offres. Je voudrais savoir si ce sont des choses qui sont bien identifiées, notamment dans la réponse des demandeurs au public. Oui, je pense que ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, le besoin sans doute d'informer, de former les gens qui rédigent les marchés publics et qui les analysent sur ces composantes non fonctionnelles difficilement quantifiables parce que ça correspond à des heures de réflexion et des complexités de problèmes qui sont souvent, enfin c'est ce qu'évoquait Vincent. Donc on a peut-être nous une mission côté pôle à former les acheteurs, on va pouvoir se mettre organisme de formateurs d'acheteurs. Mais c'est un vrai sujet, en tout cas, oui, sur notre domaine. Je propose de passer à Lannion, si vous avez des questions ou des remarques. Non, pas de questions. Merci. Brest. Merci. Bonjour Brest. C'est un message au médiateur que je voulais apporter. Dans mon métier, je réponds à des appels d'offres pour de l'alimentation en énergie pour des communes. Donc ce sont des petits appels d'offres. Mais je suis étonné de l'importance du dossier qu'on me demande, et notamment du dossier qu'on me demande sous forme papier. Donc c'est à peu près 3 ou 4 enveloppes comme ça. Si vous êtes un peu écologiste, il y a quelques forêts qui disparaissent. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour qu'il y ait moins de documents qui soient demandés? En plus, plus il est important, moins c'est lu. Permettez, je réponds à Brest. Alors, d'abord, monsieur, merci d'avoir mis en évidence ce genre de choses qui est encore un élément qui est typiquement français. On regarde un appel d'offres en Allemagne. Là où vous aurez, 50 pages, en Allemagne, il n'y aura que 5. Alors là aussi, je me suis posé la question si on ne pourrait pas aussi être dans la même mesure que les Allemands. J'ai créé un groupe de travail sur la simplification. Et vous avez pu voir que le CIMAP, qui est cette organisation qui a été mise en place par le Premier ministre justement pour la simplification, a déjà repris plusieurs de nos préconisations. Et il y a notamment des préconisations qui s'appellent « dites-le-moi une fois ». C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé toutes les fois de redonner les mêmes documents qui sont des documents pour l'URSSAF, enfin pour tous ces éléments-là. Et puis également, il y a aussi une autre préconisation que l'on a faite qui est celle de dire donnez simplement votre numéro de sirène et puis après, toutes les autres choses seront faites. Ça, c'est un premier élément
qui sera pris en compte très rapidement, puisque ça a déjà été mis dans le CIMAP. Mais il y a d'autres choses qu'il s'agit de faire. Et encore, regardez, nous avons les mêmes directives européennes, et nous avons 10 fois plus de paperasse que les autres. Il faut en effet qu'on arrive à simplifier, et je suis absolument d'accord avec vous. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Hein. Oui, alors, ça fait réagir Céline. Enfin, elle va pouvoir aller vendre le service de dématérialisation de Mégalis à Brest. Oui, non, mais on reviendra sur Brest. Non, du coup, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Monsieur Blachier pour dire en fait qu'une expérimentation va se conduire avec Mégalis Bretagne, justement, et en lien avec le SGMAP pour supprimer toutes les données sociales et fiscales. Et du coup, je vais proposer que ce soit avec les entreprises du numérique que ça puisse se faire dans le cadre des marchés publics informatiques, puisqu'il y a une obligation de dématérialisation au-delà de 90 000 €. Donc là, je suis en cours de travail avec le SGMAP et c'est la région en Bretagne qui va être choisie pour l'expérimentation. Donc je pourrais revenir vers le pôle pour qu'il y ait une information qui soit faite vers les entreprises du numérique. Par contre, si je peux me permettre, je voudrais quand même parler un petit peu au nom des acheteurs publics. Je pense qu'on est peut-être un petit peu sévère aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais en fait, je suis une acheteuse publique puisque je représente les donneurs d'ordre. Je pense que... voilà, ils doivent se professionnaliser, mais les choses ne sont pas si catastrophiques que ça. Il y a quand même des grandes compétences dans les collectivités territoriales. On disait que c'est vrai que parfois, ceux qui analysent les marchés, ce ne sont pas ceux qui ont les connaissances. En même temps, il y a quand même des gens qui ont des connaissances techniques dans les collectivités. Il y a des DSI, si vous entendez, je crois qu'ils sauteraient au plafond dans les grandes collectivités. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. Je pense qu'il faut le faire tous ensemble si on veut que ça fonctionne. Et puis surtout pas être dans des logiques d'opposition. Et puis, je voudrais dire aussi que Mégalis Bretagne, en fait, est un pouvoir adjudicateur qui passe beaucoup de marchés dans le domaine du numérique. Et parfois, moi, je regrette que des entreprises de votre domaine ne sachent pas répondre par voie dématérialisée, ne sachent pas utiliser des certificats électroniques et parfois me demandent à répondre encore par voie papier, alors que vous êtes ceux qui prônent la dématérialisation et le développement du numérique. Voilà, et j'aurais des noms à citer, mais je ne le ferai pas. Partout, balle au centre. On revient sur Brest. Il y avait encore une question, une remarque. Sophie, je vois Sophie qui se penche. En fait, je voulais également réagir. Moi, j'ai créé une start-up qui s'appelle BookBO et on fait des applications mobiles de réalité augmentée. Et j'ai eu aussi à répondre à des appels d'offres au mois de mai 2013. Et en fait, on a été un petit peu recalé parce que notre dossier était moins épais que celui des autres. Et c'est vrai qu'on avait mis énormément de liens, on avait mis beaucoup de choses à aller voir sur Internet, hein, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même répondre avec un dossier papier, et tout en répondant aussi de manière numérique. Donc je pense qu'il y a aussi à former les lecteurs finalement, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises dans les lectures des dossiers. Alors on a eu cet aspect-là qui a pêché, et puis on a eu un autre aspect qui était un problème de référence. C'est-à-dire que quand on est dans l'innovation et qu'on invente des choses qui n'existent pas, on a très peu de références marché. Et c'est vrai que du coup, on se retourne plutôt vers une boîte qui a des références, même si sa solution est moins innovante. Et du coup, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire avec le pôle image et réseau, comme une espèce de label d'entreprises qui ont participé à des projets collaboratifs, qui ont bien fonctionné, pour qu'on ait cette espèce de référence, de crédibilité technique, pour pouvoir répondre et pour être mis un petit peu en avant, parce qu'effectivement, ces solutions-là sont très complexes et on a du mal à les mettre en avant par rapport à des entreprises qui sont déjà bien situées et qui font des choses moins innovantes. Voilà. Et la troisième chose que je voulais aborder, c'est que je voulais rebondir sur la remarque de Nantes par rapport aux appels d'offres dans la recherche et le développement, justement, sur ces aspects réalité augmentée et communication optique. Et je pense qu'il y a peut-être... le problème, c'est que les appels d'offres sont des commandes finies. C'est-à-dire qu'on a une appel d'offres pour quelque chose qu'il faut faire, qui a un point A, un point B. Et en fait, on est dans la recherche et on n'a pas forcément la finalité. Et je pense qu'il y a peut-être des appels d'offres à monter pour nous aider à pousser de la R&D, notamment avec des phases, des méthodologies de recherche et peut-être des approches. On ne sait pas encore exactement vers où on va, notamment par exemple le big data.
On sait qu'on va récupérer des données, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire, on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est pourtant intéressant de continuer à faire des recherches là-dedans et que les PME aient un rôle à jouer et elles soient financées aussi par des commandes publiques. Donc voilà, je pense qu'il y a des réflexions à mener sur la façon dont on pose les appels d'offres dans la recherche et l'innovation. On pourrait imaginer des appels d'offres agiles. Absolument, c'est exactement l'idée. Et puis je trouve aussi dommage que les élections pénalisent les appels d'offres à Brest, c'est pareil qu'à Laval. C'est dommage que les élections coupent complètement le monde de l'appel d'offres pendant le moment des élections. Bien. Je pense qu'on va... Une autre question à Brest. Oui, termine. Oui. Une autre remarque. Moi, je suis commercial et ce qui m'effraie, ce qui m'handicape un peu au quotidien, c'est la multiplicité des plateformes et savoir un petit peu où trouver l'information. Surtout que la plupart des plateformes de démat n'ont pas l'ergonomie. Et au moment de la remise des dossiers, on a l'impression de recommencer à chaque fois et d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça génère un stress énorme au moment de la remise des dossiers. Surtout les temps de réponse sont de 2 à 3 semaines. Et des fois, on dit qu'il faut qu'on réponde 2 à 3 jours en avance pour être sûr d'être capable de rentrer dans le processus de réponse. Et encore une fois, à chaque fois, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez différent. Il n'y a pas d'uniformité de l'ergonomie de ce qui est proposé pour la remise des dossiers. On fera un appel d'offres public pour les plateformes de dématérialisation. Bien, je pense qu'on répondre là-dessus. Oui, je vais d'abord, merci à tous de votre présence. Je vous présente encore le document qu'on a fait parce qu'il va pouvoir répondre à votre question, monsieur, notamment pour les étapes qu'il faut faire et les points qu'il ne faut surtout pas oublier. Vous pouvez le charger, on va en laisser ici. Mais je vais surtout laisser à Bertrand Rousier, qui est à mon cabinet en charge du juridique, de faire la synthèse, si vous le voulez bien et si vous le permettez, Monsieur le Président, parce que c'est lui qui suit les différentes réunions et c'est lui notamment qui va la semaine prochaine à Grenoble et puis qui va organiser la réunion de synthèse qu'on aura d'ici quelques semaines. Merci pour votre écoute. La médiation des marchés publics est bien sûr toujours à votre disposition à travers aussi bien Paul à Nantes que Michel en Bretagne. On est présent, on est à votre écoute pour justement, quand vous avez des problèmes et que vous avez répondu à un marché, on est là. Et parallèlement à ça, quand vous avez aussi des questions à nous faire passer, on est là à travers nos deux personnes, Paul Guégan ou Michel, qui peuvent répondre à votre question. Merci à tous et je laisse à Bertrand le soin de conclure. Je ne vais pas... Paraît-il qu'au-delà de 2 heures, la tension commence à tomber. Donc, comme on est à 2 heures, et les trains partent à l'heure. Non, simplement, pour vous dire, je ne vais pas reprendre... simplement, j'ai noté les plus grands items qui ont été évoqués aujourd'hui. Je crois que c'est ça, hein, qu'il y en a 7-8 ici, je les reprends. Ce qui me semble important, c'est que moi-même, je vais les reprendre à travers les échanges qu'il y a pu y avoir aujourd'hui dessus, à travers les échanges précédents, notamment à Sophia Antipolis. Je vais récupérer la liste de toutes les personnes qui étaient présentes physiquement ou virtuellement. Je vous ferai passer un document, j'allais dire un document martyr, où vous pourrez dessus effectivement faire absolument toutes les remarques qui vous viennent à l'esprit avant la réunion, j'allais dire, de synthèse que l'on veut faire début février. Comme ça permettra déjà d'avancer, de débroussailler, de réagir sur un certain nombre d'idées qui sont apparues. Il y a me semble-t-il, hein, des sujets qui sont incontournables de manière transverse, mais aussi plus spécifiquement pour le numérique, la question de la taille et la question du regroupement des entreprises. Parce que dans le numérique, malgré tout, il y a beaucoup de TPE, PME, start-up qu'il faut arriver, lorsqu'elles veulent répondre à la commande publique. Il y a des petits marchés, mais il y a aussi beaucoup de gros marchés, donc il faut arriver à trouver des solutions adaptées pour cette taille d'entreprise. Il y a la question de la connaissance du marché et du sourcing.
Ça a été évoqué de manière récurrente. C'est l'idée de l'offre et de la rencontre de